Bonsoir à tous. Tous les mercredis soirs, nous ferons une petite séance de shoot chez l'autre Tchouvot, c'est-à-dire questions-réponses. Et les questions que je vais aborder sont des questions qui seront généralement des questions d'actualité. Mais disons que si vous avez des questions qui sont des questions à la fois d'actualité, d'halakha, de pensée juive, mais liées quand même aux matières juives, liées quand même alors envoyez-les nous. Et puis à ce moment-là, donc je ferai attention de les traiter et puis d'essayer d'avoir un petit peu de réflexion là-dessus. Puis après, on pourra communiquer par rapport à ça. Alors ce que j'aimerais en fait traiter ce soir, c'est en fait la question qui a été soulevée cette semaine, la semaine dernière, avec le fameux Psak Halacha concernant le Hashmal, l'électricité à Yom Tov. Alors ça a fait un tollé, évidemment, on en a parlé sur les réseaux sociaux, on a eu plusieurs textes qui ont été écrits, on a eu plusieurs interviews qui ont été données, et d'une façon générale, j'aimerais essayer d'avoir un regard sur cette polémique, essayer de voir en fait qu'est-ce qui a été dit, est-ce que les choses qui ont été dites ont été bien retransmises, retranscrites, et en gros, qu'est-ce qui fait la spécificité de ce débat aujourd'hui ou pas. Alors pour rappel, donc là, le fameux psaque était le psaque qui avait été signé par plusieurs rabbins. Le plus important d'entre eux, donc le Rav Eliyahu Abergel. Le Rav Abergel, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est le rabbin du quartier de Baka, mais pas uniquement. C'était le Ra'avad d'Yerushalayim, donc le Rosh Avot Batedin, le président des tribunaux rabbiniques de Jérusalem, donc qui a succédé euh, à ce poste à Rabbi Shalom Messas, qui était donc le grand rabbin de Jérusalem. Le Rav Abergel est considéré par tous comme étant une autorité halachique. Il a écrit beaucoup de livres, 9 livres de responsa en halacha, d'Ibrot Eliyahu. Il est considéré par beaucoup comme étant un décisionnaire très important aujourd'hui, un décisionnaire audacieux, quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions importantes et certaines fois qui vont contre ce qui est généralement dire, reçu. Et donc ce Rav Abergel a signé un psak halacha accompagné de plusieurs autres rabbins, des rabbins de ville, des rabbins de Moshavim, euh, donc au sein d'une organisation qui prône le rabbinat séfarade et la halakha séfarade. Et donc le psak dit qu'il serait donc permis d'utiliser le soir du Seder, donc à Yom Tov, un programme comme Zoom, qui en fait permet de mettre en lien les personnes qui sont seules chez eux. Les explications qui ont été données plus tardivement par les différentes personnes qui ont signé le psaque, même par le Rav Abergel lui-même qui a été ensuite questionné donc à la radio, était qu'il parlait donc de quelqu'un qui était seul et qui était donc souffrant et touché également d'une souffrance, je dirais, mentale, émotionnelle, et cette souffrance émotionnelle pouvait également avoir un impact psychosomatique et qui pouvait quelque part en fait, eh bien, aggraver son état, et donc on est face à une situation de safek pikoach nefesh en tout cas, donc on a un doute sur la dégradation physique d'une personne. Et donc pour cela, donc ils font appel, ces rabbins-là, à la tradition donc qui permet d'allumer pendant Yom Tov le Hashmal. Le Hashmal, donc l'électricité. Alors, je ne vais pas évidemment prendre position dans ce cadre-là, si oui ou non, parce que je ne viens pas parler en tant que rabbin, je viens parler d'une façon, on va dire, comme un observateur qui vient observer ce qui a été dit, ce qui a été fait. Mais d'abord, observons donc, on va dire, au niveau sociologique, ce qui a été dit et ce qui a été fait. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a eu immédiatement une sorte de tollé, immédiatement une sorte de tollé. Premièrement, alors je vous donne plus ou moins mon ressenti et la façon dont moi j'ai vu les choses sur les réseaux sociaux. Alors, première chose que j'ai vue, euh, c'est que dès que le PSAC est sorti, donc on a eu une sorte d'engouement de la part d'un public qui, je ne peux pas le qualifier, mais qui est un public peut-être qui est à la fois plus traditionnaliste et pour qui la problématique des personnes seules, en solitude, les a vraiment touchés, et qui voyaient qu'il y avait là-bas un enjeu, je dirais, plus que je dirais, de leadership, quoi, de dire un mot sympathique, mais vraiment un enjeu réel à l'Afrique, quoi, il faut faire quelque chose. Et donc ce PSAC a entraîné vraiment de ce que j'ai vu en tout cas, vraiment un engouement et dire enfin des rabbins qui considèrent le problème social comme étant majeur, enfin des personnes qui sont prêts à prendre des décisions audacieuses alors que le reste ne le feront pas. Donc ça c'était
Alors à ça également, on a eu toutes sortes de personnes qui ont dit c'est super, bon, enfin des rabbins séfarades. Donc le côté séfarade a également été récupéré. Des côtés des rabbins séfarades qui viennent et puis qui remettent à, on va dire, à l'ordre du jour une pensée halachique et des décisions halachiques qui avaient été oubliées. Donc ça c'était d'une part. Et puis alors après, on a commencé à voir peu à peu certains rabbins qui avaient été eux-mêmes signataires de la lettre qui ont enlevé leur signature. Certains pour des raisons qui étaient, on va dire, procédural, ça veut dire on m'a pas vraiment demandé si mon nom devait être écrit sur cette lettre. On a eu un débat rabbinique, un débat halachique, mais on n'a pas encore décidé. Et du fait que mon nom a été inscrit sans mon autorisation, alors à ce moment-là, je considère qu'il faut absolument enlever ma signature parce que quelque part c'est une sorte de mécartaout, on m'a roulé quoi. D'autres rabbins se sont empressés de dire que c'est vrai qu'ils avaient été engagés, mais ce qu'on entend, c'est que peut-être qu'il y a eu certains lechatsim, certaines pressions pour enlever les signatures, en considérant que certaines fois, pour avoir un poste rabbinique et garder une carrière, eh ben, il faut savoir faire des compromis, et puis un de ces compromis, ben, c'est de, comment on dit chez nous, c'est de s'écraser. Et voilà. Et donc, on a eu d'un coup une réaction donc d'autres rabbins qui ont commencé à écrire non 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 absolument pas, c'est interdit, ces petits rabbins qui ne sont peut-être même pas des rabbins qui ont permis l'électricité ne connaissent rien. Je vous rappelle que dans le cadre de la halakha contemporaine et que dans le monde juif français en tout cas, parce que c'est une polémique qui a été en hébreu, mais là je vous parle également de la polémique qui a été en français. Alors les juifs français pour beaucoup ne connaissaient pas cette question de la possibilité d'allumer et d'utiliser l'électricité pendant Yom Tov. Et donc ça a été immédiatement compris comme une sorte de réforme des faux rabbins. Et donc on a eu à la fois une réaction virulente de la part donc de Torah Box qui ont évidemment, on va dire, se sont opposés en disant c'est absolument interdit, il n'y a aucune autorisation. Et d'autres rabbins encore qui, eux, pour leur part, ont dit on a compris qu'il y avait peut-être une certaine possibilité, mais ça c'était avant, dans un contexte qui n'est plus le même, pour des gens qui étaient traditionnalistes, des personnes qui au fond sont plus vraiment, qui n'étaient pas ancrées dans le monde de la halakha. Voilà, donc c'était les réactions et j'aimerais plus ou moins mettre un peu d'ordre là-dedans. Encore une fois, sans me prononcer moi-même sur ma position, ceux qui me connaissent pourraient peut-être imaginer quelle est ma position sans trop de difficultés, mais en tout cas, là, ce qui m'intéresse, c'est de mettre donc de poser un regard. Alors, il est évident qu'il y avait une tradition halachique extrêmement, je dirais, prononcée, extrêmement connue, essentiellement dans les terres séfarades, donc en Afrique du Nord, mais pas uniquement. On a également des rabbins ashkénazes qui étaient dans cette histoire, qui considéraient que l'électricité n'était pas interdite pendant Yom Tov. Très simplement parce que l'électricité, eh bien, n'est pas considérée dans leur conception comme quelque chose qui est dans la catégorie du nolad, c'est-à-dire faire créer quelque chose de nouveau, qui est interdit pendant Yom Tov, mais c'est en fait quelque chose qui est déjà là, les électrons passent déjà dans le système, et donc le fait de brancher et de fermer le système, eh bien, ne fait qu'engendrer quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas vraiment de Issour Nolad, c'est la question centrale. On n'est pas pendant Shabbat, il n'y a pas de question de Mavir, c'est-à-dire de faire du feu, ou alors de bonnet, c'est-à-dire de finir de construire quelque chose, selon le Razonish. Donc il n'y a véritablement pas de problème. Ces rabbins-là, c'est pas des petits rabbins, il faut comprendre que ces rabbins-là étaient des rabbins très importants, très influents. Alors celui qui est souvent cité, c'est évidemment le fameux Rabbi Yosef Messas, donc qui était de Meknes, qui avait été ensuite grand rabbin à Tlemcen, et ensuite a fini sa carrière en tant que grand rabbin de Haïfa. À ne pas confondre avec Rabbi Shalom Messas, qui était lui rabbin donc au Maroc, grand rabbin de Jérusalem. Donc c'était son oncle, hein, c'était pas le même. En tout cas, Rabbi Yosef Messas est souvent cité. Alors on ne cite que lui, mais en vérité beaucoup d'autres rabbins étaient également, je dirais, impliqués. Et j'aimerais donner quelques noms et quelques indications justement pour vraiment remettre les choses à leur place. En fait, le but de mon propos, il est tout simple, vous allez voir, c'est simplement de dire qu'on peut ne pas être d'accord avec le fait d'allumer, enfin d'utiliser l'électricité pendant Yom Tov. On peut ne pas être d'accord pour différentes raisons. On peut considérer que ce n'est pas, je dirais, à la mode religieuse. L'aristocratie religieuse n'a pas l'habitude d'allumer l'électricité pendant Yom Tov.
on peut considérer que les arguments sont des arguments, je dirais, d'ordre sociologique, c'est-à-dire si on commence à permettre l'électricité pendant Yom Tov à des gens qui ne connaissent pas les méandres de la pensée halachique, eh bien, ils vont ensuite en arriver à l'utiliser également pendant Shabbat. Donc, on appelle ça la pente glissante. On va permettre une chose qui est véritablement permise, mais on va arriver, au bout du compte, à quelque chose d'entièrement interdit. On peut considérer, je dirais, également un argument qui dit, au fond, le monde juif a eu l'habitude de ne pas se fonder, de ne pas se baser sur des conceptions halachiques qui permettent l'électricité pendant Shabbat, puisque on n'a pas eu l'habitude, eh bien, il faut considérer que cette habitude de ne pas l'utiliser, eh bien, doit être celle qui doit être aujourd'hui préconisée, parce que de faire maintenant quelque chose qui n'est plus conforme à la norme sociologique des juifs religieux, eh bien, quelque part, c'est aussi grave que de transgresser la halakha. Un argument, je dois vous le dire, qui à mon avis ne tient pas la route au niveau halachique, mais je l'entends, au niveau sociologique, je l'entends, c'est quelque chose qui a, on va dire, qui a de la consistance. Et souvent, la question qu'on peut voir, c'est, en fait, vers qui on se tourne quand on dit ça. Quand c'est rabbin, donc on considérait qu'on peut aujourd'hui se baser sur les avis halachiques qui permettent l'électricité pendant Yom Tov. En fait, vers qui ils se tournent? Est-ce que leur public, c'est le public, je dirais, de l'orthodoxie, d'accord, ou des personnes qui fréquentent les synagogues, des personnes qui sont vraiment au cœur même de l'action religieuse et qui pour eux la halakha c'est fondamental, ou alors on parle à des personnes qui sont dans le monde de la tradition, traditionnalisme, vous savez, c'est quelqu'un qui veut être attaché aux fondamentaux du judaïsme, et sans aucun doute Pessah, c'est un des fondamentaux du judaïsme, sans aucun doute. Il y a dans cette fête de Pessah une réunion familiale, et la réunion familiale, bien qu'elle ne soit pas au niveau halachique stricto sensu, on va dire une mitzvah, c'est vrai, mais c'est quand même, on va dire, l'idée de se retrouver en famille dans un esprit traditionnaliste, pas dans un esprit halachique. Donc quelqu'un qui veut garder la tradition, c'est le fait de se retrouver en famille, de se retrouver et de discuter. Discutons de la sortie d'Égypte, discutons du corona, mais c'est le fait de discuter, vous voyez, la rencontre familiale est fondamentale. Et elle a des sources même dans la Chaboura talmudique, le fait de se réunir pour manger ensemble le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Donc quelque part, ça dépend vers qui on se tourne. Le public qui se sent déconcerné par cette autorisation, eh bien, peut tout simplement dire, nous n'allons pas l'adopter. Mais je crois qu'il est quand même de bon usage de reconnaître les choses et de considérer qu'il y avait des rabbins très importants, qui ne sont pas des rabbins de quartier, qui étaient des grands décisionnaires, qui étaient des leaders de communautés en Afrique du Nord et également autre part, qui eux ont permis. Alors, j'aimerais vous donner d'abord quelques indications bibliographiques. Pour ceux qui lisent l'hébreu, il y a un doctorat qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Ilan Ben Yaakov. On peut se procurer le doctorat également sur le net. Et ce doctorat, donc, s'appelle Achashmal Ba'alacha. Donc, l'électricité dans le monde de la halakha. Et vous allez là-bas trouver, donc, tous les débats halachiques depuis les années 1840 à peu près, 1870 jusqu'à 1940, tous les débats halachiques concernant, le statut de l'électricité. Vous allez voir que, dès le début de l'électricité dans le monde, donc on parlait pas de beaucoup de choses, hein. On parlait du télégraphe, on parlait de choses qui n'étaient pas aussi courantes et présentes dans nos vies qu'aujourd'hui. Mais il y a eu des grands débats, il y a eu des idées qui ont été données d'une partie comme de l'autre, Ashkenaz et Séfarade. Donc le fait de dire que c'est un problème séfarade contre Ashkenaz, c'est également un petit peu fausser la donne, c'est uniquement pour aider les séfarades un petit peu, je dirais, en manque de légitimité aujourd'hui, pour relever la tête en disant nous les séfarades on sait de quoi on parle, on a une conception différente. Je vais y revenir après, c'est pas faux, mais la question n'était pas séfarade ou ashkénaze. En tout cas, donc Achashmal Ba'alacha, ce doctorat de Ilan Ben Yaakov, je vous le conseille fortement. Alors, donc le Rabbi Yosef Messas, c'est celui qui est cité. Rabbi Yosef Messas, donc qui est né en 1992 au Maroc, donc était vraiment, je dirais, quelqu'un qui a réfléchi la halakha, non pas uniquement comme réponse de ce qui est écrit à appliquer dans le monde contemporain, mais vraiment comme outil qu'on utilise afin de rapprocher le peuple de la Torah. Et voyez bien, cette conception, elle est fondamentale parce que certaines fois, on croit que la halakha, c'est un texte, c'est un système qu'il faut conserver dans une certaine pureté, et puis alors le rôle du juif, et même du rabbin, c'est donc de drainer le peuple à la hauteur de ce qui a été écrit dans les textes. Pour Rabbi Yosef Messas, ce n'est pas la démarche. La halakha est un outil. C'est un outil qu'il va utiliser, un outil qui a ses règles de fonctionnement,
un outil qui a ses réflexions, qui a ses, et qui donc doit aider le peuple à se sentir plus proche de la Torah. Donc c'est vraiment l'option qui est la sienne, on appelle ça une option méta-halachique. C'est-à-dire que ce n'est pas inscrit clairement dans ces textes, mais l'esprit qui ressort de son usage de la halakha et des textes qu'il va utiliser, eh bien c'est cet esprit-là qui dit la halakha, eh bien, doit être adapté afin d'amener le peuple vers la Torah. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il voit qu'il a face à lui un public qui est un public en grande partie traditionnaliste, eh bien, il sait très bien que, c'est du marketing, hein, ce que je dis, il sait très bien que s'il opte pour la vision obtuse, qui va soumettre les Juifs à une halakha qui ne leur parlera pas et qui va au contraire les éloigner, ou qui va développer en eux le sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur d'eux, eh bien, il a perdu sa clientèle. Vous voyez, il faut réfléchir en termes de marketing. La méta-halakha, c'est souvent du marketing, et ce n'est pas du tout, je dirais, de la grossièreté ou de la vulgarité que de dire ça sur la halakha. Alors, il voit son public, il dit ce public-là, ma façon pour l'amener plus proche de la Torah, eh bien, c'est d'aller voir son mode de vie, son mode de fonctionnement, ses valeurs, et de vérifier est-ce que l'interface entre son mode de valeurs et la halakha est si loin l'une de l'autre, ou alors elles sont proches. Et donc sa conception est avant tout une conception sociale. D'accord? Sa conception halachique est une conception sociale. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend tout à fait ce qu'il va donc nous dire plus tard. Donc, pour revenir à cette question de l'électricité pendant Yom Tov, eh bien, il voit deux choses. Un, en analysant la question théorique halachique de l'électricité, il en vient à la conclusion qu'il n'y a pas d'interdit réel au niveau halachique. Et deuxième point, il voit que le monde qu'il connaît, qu'il côtoie, eh bien, a peut-être l'habitude d'utiliser l'électricité pendant Yom Tov. Son intérêt, c'est pas de mettre en dehors de la société juive le monde traditionnaliste. Au contraire, c'est de l'intégrer. Voyez, je crois même qu'on pourrait dire que Rabbi Yosef Messas, eh bien, développe une halakha traditionnaliste. Et ça serait à ce moment-là quelque chose de totalement novateur de considérer que le monde traditionnaliste, eh bien, a sa place et a un système halachique qui lui convient. D'accord? Vous allez me dire, mais quoi, il n'y a pas une halakha? Non, il n'y a pas une halakha. Comme il n'y a jamais eu une seule halakha, eh bien, il n'y a pas également, dans ce cadre-là, il y a des halakhot adaptés à des publics. D'accord? Je pense que, en dehors du monde séfarade, je crois que les Chabad ont très bien compris ça, même. Alors, quelques exemples uniquement pour vous donner, l'odeur de ce qui se passe. Alors, un des premiers qui avait parlé de cette question de l'électricité dans le monde séfarade, c'était le fameux Rav Uziel, le Rav Ben Sion Meir Chai Uziel, qui était, je vous le rappelle, le grand rabbin d'Israël, le Rishon LeZion, et qui, lui, dans ses responsables, Mishpete Uziel, eh bien, parle justement de la question d'allumer ou d'éteindre, mais essentiellement d'éteindre le Maor Hashmal, l'électricité pendant Yom Tov, et il arrive à la conclusion, eh bien, qu'on peut permettre et l'allumage et également le fait de l'éteindre. Pour éteindre le Hashmal pendant Yom Tov, l'électricité, certains rabbins, même des Sfaradim, ont préféré le fait d'interdire le fait l'ahmir, donc ils ont préféré ne pas permettre le fait de l'éteindre, d'accord? Mais pour allumer, tout le monde a été d'accord. Un de ces rabbins-là, notez le deuxième, c'est le fameux Rav Raphaël Aaron Ben Shimon. Raphaël Aaron Ben Shimon, dans ses responsables au Mitsour des Vaches, était grand rabbin en Égypte, donc et lui donc a écrit donc des responsables très importants. D'ailleurs, le fait même d'ouvrir son livre-là est très intéressant parce que on voit là-bas carrément, vous voyez des plans très clairs. C'est quelqu'un qui avait une analyse de la science, en tout cas de son temps, et qui avait même une approche scientifique des choses. Et donc lui écrit un responsable également là-dessus et ne trouve à ça aucun interdit. Quand le rabbin Ovadia Yosef sera plus tard rabbin à Alexandrie et donc va succéder quelques dizaines d'années après, au Rav Ben Shimon, eh bien, il va voir que la communauté à Alexandrie, en Égypte, allume et éteint l'électricité pendant Yom Tov sans aucun problème, et donc il va dire, en effet, mon prédécesseur, le Rav Ben Shimon, leur avait permis, donc il y a à ce moment-là aucun problème. Mais il n'y a pas que. Il y avait également le Rav Kiryat Hana David, le Rav David à Kohen Skali. On appelait le Malach à Kohen Skali, Malach David, qui était un rabbin donc très important, qui lui était donc en Algérie, qui a écrit des responsables Kiryat Hana David, et donc ce Rav également permettait. Son élève, le Pirkei Kehuna, Rabbi Mesoud Cohen, également en Algérie, permettait également. Et dans leur
texte qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement une analyse, je dirais, du texte et de la réalité. Ils donnent également un témoignage de ce qu'ils voient face à eux. Ils disent, on voit ici que tout le monde allume, et on a vu que les chachamim qui étaient avec eux, les sages qui étaient là, n'ont rien dit. Donc quand quelqu'un ne dit rien, c'est sans doute également qu'il ne voit pas le problème. En tout cas, il n'y a pas eu de problème. Le Rabbi Shalom Messas lui-même écrit dans ses responsables chez Meshumagen qu'il n'a pas l'habitude de se baser sur cette permission, mais s'il se retrouvait dans un escalier noir et qu'il y aurait un danger, eh bien, il demanderait d'allumer. Vous voyez, donc, c'est des rabbins, évidemment le Rav Moshe Malka, qui était rabbin à Petar Tikva, on peut ramener beaucoup de textes, vous avez sûrement reçu des textes sur les réseaux sociaux, ce sont des textes qui tournent, donc c'est pas quelque chose de nouveau que je vous dis uniquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut donc garder les personnes à leur place en considérant, voici, il y a dans la halakha différentes options, il y a dans la halakha différents discours, d'accord, et ne pas vouloir tomber sous le fait d'uniformiser la halakha. D'accord? Alors, ce que je dis là peut certaines fois choquer. J'attends peut-être des réactions virulentes, j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut pas vouloir uniformiser la halakha. Le fait de considérer qu'il y a une halakha pour tous, c'est la ruine de la halakha. D'accord? Et je dis pas ça uniquement en tant que chercheur qui se prononce sur un système normatif comme la halakha. L'histoire de la halakha nous a toujours montré qu'on a eu différents avis, qu'on a eu différentes positions et des positions qui étaient radicalement différentes les unes des autres. Et les chachamim entre eux peuvent ne pas être d'accord. Mais un désaccord dans le monde de la halakha, c'est pas le bout du monde. On n'a jamais vu que c'est quelque chose qui nous dérangeait. Donc vous voyez que pour cette question-là, la question de permettre ou d'interdire n'est pas halachique, mais elle est ce qu'on appelle méta-halachique. Et je crois qu'elle doit être également sociologique, ça veut dire pour tel public, en donnant les consignes bien précises, pour tel public a sur quoi se reposer, a sur quoi se fonder. Un autre public qui voudrait être plus, pas royaliste, mais qui voudrait être plus scrupuleux, et rester dans une certaine orthodoxie halachique, d'accord? Bien que même l'avis du Rabbi Yosef Messas, c'est orthodoxe, mais orthodoxie dans le sens de la seule voie droite, la vérité unique, vous voyez? Alors, pourrait également, mais ne pas condamner. Alors, cette idée de voir qu'il y a en fait une position halachique qui est basée sur une conception sociale, elle apparaît dans beaucoup dans beaucoup de responsables chez Rabbi Yosef Messas. J'aimerais en prendre un, par exemple, qui j'aime bien cette idée-là, vous allez voir, par exemple, parce qu'elle est également non consensuelle. La question d'ouvrir ou pas un parapluie pendant Shabbat. Pendant Shabbat, dans un endroit où évidemment on peut porter, hein, où il y a un érouve. Aujourd'hui, le monde halachique, le monde religieux, halachique, orthodoxe, se pose pas toujours la question, mais c'est que c'est interdit. C'est interdit. Sauf que, avant de se prononcer sur savoir si c'est interdit ou pas, il faut savoir quand même revenir aux sources. L'interdit du parapluie est donc, a priori, basé sur le fait de ne pas ouvrir une tente, de ne pas faire une tente pendant Shabbat. Oui. Pour ça, vous allez me dire, de faire une tente pendant Shabbat, c'est quelque chose qui, de faire une tente pendant Shabbat, c'est quelque chose qui, quand même, pourrait poser un problème. Oui, mais sauf qu'un parapluie n'est pas toujours lié à une tente, et on a déjà dans la halakha du 19e siècle, 18e siècle, 19e siècle, deux rabbins importants, le Khatam Sofer et le Rabbi Yehuda, qui discutent la chose. Pour l'un, eh bien, le parapluie ressemble vraiment à ouvrir une tente, ce qui est interdit pendant Shabbat, et pour l'autre, c'est pas considéré comme ouvrir une tente. Hein, vraisemblablement, les parapluies de l'époque étaient peut-être beaucoup plus compliqués, complexes à ouvrir, une sorte de construction comme ça. En tout cas, Rabbi Yosef Messas, lui, considère que il n'y a pas d'interdit. Évidemment, il dit, il vaudrait mieux avoir on va dire un nombre de rabbins qui permettent pour être dans un certain consensus, mais c'est pas quelque chose qui est interdit. Il y a certaines fois des normes qui demandent un consensus halachique. Oui, j'ai entendu certaines fois concernant la polémique, on aurait voulu que le grand rabbinat d'Israël prenne position, et à ce moment-là, le grand rabbinat va sortir un psak halakha en disant, nous permettons cette année d'utiliser Zoom ou Meet, tout ce que vous voulez, pour le soir du Seder. Mais si le grand rabbinat lui-même n'a pas pris de position, et même au contraire s'est positionné contre, alors vous voyez bien que c'est interdit. Sauf que il y a une question à réfléchir, est-ce que l'institution rabbinique, la voix halachique de l'institution rabbinique, a un poids plus important que la voix halachique, non pas d'une minorité rabbinique, mais de certains rabbins importants. Parce que l'institution rabbinique a un statut halachique, certes, d'accord, a un statut social, mais est-ce que la voix qu'elle va porter va être plus important
que d'autres rabbins. Je vous rappelle que le grand rabbinat d'Israël n'est pas toujours accepté, suivi par le monde Haredi, le monde qu'on appelle ultra-orthodoxe Haredi. Les rabbins du monde Haredi n'acceptent pas toujours les données du grand rabbinat d'Israël. Donc, c'est pas parce que c'est l'institution qu'on veut voir centrale du judaïsme qu'il faut nécessairement considérer que si elle ne dit rien, donc c'est interdit. Il faut aussi faire une différence entre la vision, ce qu'on espère être, une histoire d'institution généralisée, centraliste du judaïsme, et ce qui est réellement. Moi, pour ma part, je ne suis pas sûr qu'il est bon d'avoir une institution qui est centraliste et qui centralise le discours halachique. Parce que quelque part, c'est quelque chose qui va encore une fois ruiner, miner, cristalliser le discours halachique. Toute personne qui connaît le monde et la littérature des responsables voit très bien cette dynamique. D'accord? Donc la question est essentiellement sociologique. Elle est beaucoup plus sociologique que halachique. Et après, évidemment, les personnes vont souhaiter se positionner dans une telle optique ou une autre optique. C'est vrai qu'en termes rabbiniques, et là je donnerai peut-être une petite critique, en termes rabbiniques, et c'est ce que le Rav Alberger a dit lui-même, il a été questionné à titre personnel sur un cas bien précis. C'est vrai que généralement, dans la halakha, eh bien, les permissions ou les traditions de ce style qui ont été oubliées ou qui demandent, on va dire, une permission spéciale, sont généralement le fruit d'un questionnement personnel d'une personne au rabbin, et celui-ci écoute, considère le cas particulier et ensuite va décider oui ou non. D'accord? C'est pas très démocrate, c'est pas très transparent comme processus, parce qu'aujourd'hui on parle d'une façon beaucoup plus transparente, on trouvera sur Google 1000 autres options, mais c'est comme ça que ça se passe au niveau halachique, et c'est une question à réfléchir. La halakha doit-elle continuer à fonctionner de ce style? En tout cas, c'est vrai que de publier une telle lettre, alors c'est quelque chose qui peut certaines fois, je dirais, casser cette volonté de travailler, donc de la personne qui va aller voir le rabbin personnellement, et le rabbin va décider personnellement en fonction de tel cas ou autre cas. Ok, c'est une question qu'il faut réfléchir. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ces conceptions des rabbins séfarades ne sont pas des conceptions hérétiques, ne sont pas des conceptions hétérodoxes, d'accord? On peut avoir toutes sortes de témoignages. Je me rappelle qu'au Maroc, on laissait les femmes allumer l'électricité, mais nous, on n'allumait pas l'électricité. Ou encore d'autres qui disaient, les rabbins ont bien vu qu'on faisait n'importe quoi, donc ils savaient qu'ils n'avaient pas la force de nous convaincre, donc ils ont levé les mains. Non, les témoignages, on peut en avoir de tous côtés. C'est pas le témoignage qui peut uniquement ici avoir force de loi. Les sages d'Afrique du Nord et Ashkenaz, comme le Aruch HaShulchan, Rav Epstein, qui ont autorisé l'électricité, n'étaient pas des abrutis. Il y a quand même une certaine, je dirais, allez, un petit peu de respect à avoir envers nos anciens et nos anciens rabbins. C'était pas des abrutis, ils avaient compris les choses différemment et ils avaient donc une option qui était tout à fait la leur. Voilà, je pense que j'ai dit le principal, et si vous avez évidemment d'autres questions, c'est pour ça qu'on a les réactions possibles. Alors donc, comme je l'ai dit au début, tous les mercredis soirs, on fera donc un petit moment comme ça, une petite demi-heure d'études. J'essaierai d'amener des textes pour un peu tout le monde la prochaine fois, qu'on puisse également rentrer dans les textes. Donc si vous avez des questions à aborder pour la prochaine fois, donc pour dimanche soir, c'est pas encore Pessah, avec plaisir. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse passer une bonne soirée à méditer ce qu'on a dit maintenant. Bonne soirée.